Bonjour à tous les amis, ravi de vous avoir encore avec moi aujourd'hui pour ce nouvel épisode podcast. Alors comme je vous l'avais déjà annoncé depuis quelques semaines, je vais commencer une nouvelle série d'épisodes avec effectivement un thème en principauté qui sera dialogue décisif. Et aujourd'hui pour ce premier épisode #1 de dialogue décisif, nous allons effectivement aborder un premier thème qui sera tout simplement le thème de la jeunesse congolaise, à savoir quel avenir pour la jeunesse congolaise. Et de ce fait, j'ai effectivement avec moi aujourd'hui un invité de marque. Il est expert en communication, écrivain et auteur de l'ouvrage Quand les lucioles s'arrêtent de briller, et il est également CEO et fondateur de l'agence marketing Onestra Consulting. Alors aujourd'hui, j'ai avec moi monsieur Willy Elfège Miabatoussa. Bonjour Willy. Bonjour et Alors, merci de ravi de vous avoir. l'invitation. Ben, merci aussi d'avoir consacré effectivement un peu de temps pour pouvoir répondre à cette invitation, vu votre agenda. Oh, il n'y a pas de souci, on est toujours là pour défendre les bonnes causes. Parfaitement, c'est très bien. Et en parlant d'ailleurs de défense de bonne cause, je vois que vous êtes quelqu'un qui a vraiment à cœur le sort du Congo et principalement le Congo Brazzaville, la raison pour laquelle vous avez même écrit un ouvrage dessus, je pense. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Déjà étant moi-même congolais, ayant moi-même été aussi pendant longtemps dans ce pays, je suis forcément sensible à la question de la jeunesse, à la question de sa population. Surtout que j'aurais pu moi aussi me retrouver encore dans une situation un peu incertaine d'une certaine manière. Donc chaque fois qu'on est dans la mesure, dans la possibilité d'apporter notre regard sur ce qui se passe là-bas, d'éclairer, d'aider certaines personnes, on le fait. Effectivement. Et j'aime bien ce que vous avez dit en dernier en termes d'éclairer. Et vous allez effectivement nous éclairer dans cette première question. Alors, pouvez-vous nous donner un aperçu de la situation économique actuelle au Congo, Brazzaville? Alors, la situation économique au Congo-Brazzaville, elle est, comme qui dirait, tout sauf reluisante, Hmm. malheureusement. Euh, J'en veux pour preuve aujourd'hui, voilà, on a un taux d'endettement qui atteint des sommets records. Hein. Les derniers chiffres faisaient état de 109% du PIB environ. On a un chômage aujourd'hui qui est extrêmement important. On a une inflation, hein, sur tout ça. Ça, c'est le point central aujourd'hui quand on sonde un peu la population congolaise. Une inflation qui est galopante et qui étouffe les foyers congolais, hein, puisque les prix augmentent, que ce soit les denrées alimentaires, que ce soit au niveau du carburant récemment avec la hausse décidée par les autorités congolaises, mais les salaires ne suivent pas, donc le train de vie des Congolais n'avance pas, et donc voilà, le pays se retrouve un peu à la croisée des chemins. Il est relégué au dernier rang dans les classements économiques, le Doing Business étant l'un des exemples les plus marquants, où le Congo malheureusement est abonné aux dernières places pendant depuis déjà je ne sais combien d'années. Et donc voilà, autant d'éléments en fait qui ne poussent pas à l'optimisme, hein, mais qui de toute façon nous forcent à redoubler d'efforts pour essayer de voir un peu comment les choses peuvent s'améliorer, quoi. Absolument, oui. Et en parlant d'ailleurs d'inflation et économique, selon vous, la situation économique du pays comment est-elle en train d'influencer les perspectives de réussite de jeunes ou comment a-t-elle influencé notamment celles ou les générations précédentes? Alors, la question économique a une incidence réelle sur la jeunesse. La première résultante étant déjà le chômage, hein, puisqu'aujourd'hui, il faut rappeler, moi j'avais lu les derniers rapports de la Banque africaine de développement qui parlaient de plus de 30% de la population jeune, donc de 18-30 ans, qui était frappée par le chômage. Et c'est un détail qui est, comment dire, qui pousse à la réflexion parce qu'il faut rappeler quand même que la population congolaise, sur les un peu moins de 6 millions d'habitants aujourd'hui, est composée pour près de la moitié de jeunes, donc de gens qui ont moins de 30 ans. Donc, ce qui rend aujourd'hui cette situation-là du chômage de cette frange de la population catastrophique et alarmante. Parce que là, en gros, c'est l'avenir du pays, en quelque sorte, qui se retrouve en danger. Vous Tout voyez à ce que fait. je veux dire? Et Tout à après, sur l'autre aspect, on a parlé du chômage dans un premier temps, mais il y a aussi l'aspect entrepreneurial, parce que bon, le chômage, ça va concerner celles et ceux qui ont un parcours plus ou moins scolaire et standard, donc qui cherchent par la suite à s'intégrer sur le marché de l'emploi. Mais on a ceux qui choisissent la voie de l'entrepreneuriat, mais qui là aussi vont se heurter à moult écueils, parce que déjà le contexte économique ne n'encourage pas les banques à leur prêter de l'argent, le contexte économique ne les permet pas de saisir les bonnes opportunités, donc l'incidence de la situation économique, elle est, quoi qu'il en soit, dévastatrice pour cette frange de la population congolaise.
Et c'est parfaitement, c'est d'autant plus vrai parce que ce que vous dites aussi revient un peu à soulever effectivement ces obstacles que ces auto-entrepreneurs peuvent rencontrer. D'ailleurs, vous-même, vous êtes entrepreneur. Cela Exactement. veut tout simplement dire qu'aujourd'hui, l'un des obstacles aussi à la réussite, c'est le fait qu'il y ait des obstacles au niveau institutionnel, comme vous l'avez évoqué, Bah, bien notamment avec sûr. les banques principalement qui ne veulent pas toujours prêter de l'argent. Mais ça rejoint effectivement à éveiller une autre question derrière. Si les forces institutionnelles elles-mêmes ne parviennent pas effectivement à faire confiance à ces jeunes, si ces jeunes sont laissés au dépourvu et en plus de cela la majorité sont dans une tranche d'âge entre 20 ans et 30 ans, cela peut tout simplement être un facteur d'insécurité. Et c'est la question pour laquelle je vais essayer de soulever en disant tout simplement que l'insécurité en augmentation au Congo aujourd'hui est en train d'affecter le quotidien des jeunes et quel impact cela peut avoir. Bah, l'impact, il est tout sauf positif. Vous vous en doutez bien. Et j'ai envie de dire aussi que, en même temps, moi, je ne suis pas surpris en fait de la tournure des événements au Congo, parce qu'aujourd'hui, l'insécurité, qu'elle soit alimentaire, qu'elle soit professionnelle et physique, parce qu'aujourd'hui, on a un phénomène qui est celui des bébés noirs, qui s'accentue à Brazzaville et qui, à l'origine, en fait, regroupait des jeunes en échec scolaire, en décrochage et en perte de repères. Mais petit à petit, ce mouvement migre même au sein de la population estudiantine. Et c'est ça qui est dévastateur. Et c'est ça qui est dramatique parce que on assiste continuellement à des rixes carrément entre des jeunes lycéens, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, sous couvert justement de l'appartenance à des bandes, à des gangs. Et ça dénote bah, simplement de l'état de déréliction en fait de cette population et du fait que bah, l'État n'ayant pas été capable justement d'asseoir son autorité, de les accompagner dans comment dire leur cheminement scolaire et professionnel, bah, se retrouve aujourd'hui bah, en proie à des jeunes bah, qui choisissent bah, la voie de comment dire de la violence et de la facilité. Effectivement, oui. Et d'ailleurs, cela éveille une autre question parce que, étant donné que les jeunes se retrouvent livrés à eux-mêmes, et donc, puisqu'ils se retrouvent livrés à eux-mêmes, la solution pour eux, d'après eux d'ailleurs, c'est effectivement de trouver des pairs pour lesquels ils vont défendre une cause, quelle que soit banale, d'où les bagarres, les risques, qu'ils puissent, parce qu'ils oublient que derrière, c'est des massacres de fratrie, parce qu'ils sont Bah, il y a tous des du gens même qui pays. meurent, hein. Il y a des gens qui meurent. Effectivement, et c'est ce qui est très désolant. Et je pense que c'est ce qui aujourd'hui pousse peut-être beaucoup de personnes à fuir le pays, parce qu'aujourd'hui la fuite des cerveaux devient aussi un problème préoccupant et qui peut avoir un impact très 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 fort sur l'économie future du pays, ou si ce n'est pas déjà le cas. Bah, bien sûr, c'est déjà le cas et ça va aller de mal en pis parce que, comme je l'ai rappelé dans mon propos préliminaire, c'est que euh, la jeunesse aujourd'hui représente près de la moitié de la population congolaise. Donc aujourd'hui, une jeunesse qui décide de prendre la poudre des escampettes parce que ils sont au bord du gouffre du désespoir et qu'ils baillent au cornet à longueur de journée, bah, c'est un Mhm. pays qui se retrouve condamné puisque ces jeunes-là ne seront pas capables justement d'apporter leur pierre à l'édifice de la reconstruction du pays. Donc c'est aussi un enjeu majeur auquel les autorités aujourd'hui font face, mais de manière plus large même en Afrique, hein, et qui, j'ai envie de dire, va difficilement en fait s'atténuer, car les indicateurs, notamment sur le cas du Congo-Brazzaville étant tous au rouge, bah, Mhm. les jeunes aujourd'hui cherchent à voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Et Tout donc, à fait. tenter de les raisonner à l'heure actuelle aujourd'hui, ça relève du parcours du combattant parce que ces jeunes, comme qui dirait, à force de se retrouver face à une impasse, à force d'avoir l'impression d'être dans une sorte de prison à ciel ouvert et de ne pas entrevoir finalement l'issue du tunnel dans lequel ils sont engouffrés, bah, Mhm. se disent que bah, leur salut est partout sauf sur place. Et ça va justement les emmener à prendre le chemin de comment dire du voyage, si tant est bien évidemment que les conditions soient réunies pour qu'ils puissent réussir ce voyage. Effectivement, et cela rejoint tout simplement ce propos qui aujourd'hui est un fléau, pas seulement au niveau du Congo, mais mondial, le facteur même d'immigration. Mais sauf que le problème qui se pose, c'est que les procédures d'immigration clandestine sont devenues monnaie courante. Et pour les jeunes Congolais, quels sont les dangers associés à cette pratique et comment pouvons-nous les sensibiliser à ces conséquences-là? Alors, bon, l'immigration clandestine, en fait,
si vous voulez, cette question, elle est consubstantielle à la première, celle des fuites des cerveaux, parce qu'effectivement, dans le fait de d'avoir une frange de la population qui choisit de quitter le pays, on a ceux qui auront les moyens d'y aller en obtenant des visas ou en faisant les procédures adéquates pour entrer dans un pays, et puis il y a ceux qui sont avec des moyens un peu plus restreints, qui vont choisir la voie de la clandestinité. Et donc, Mhm, auprès de cette deuxième catégorie, écoutez, comment les sensibiliser? J'ai envie de vous dire que compte tenu de l'état actuel de la situation du pays, mhm. la simple sensibilisation ne suffit pas. Parce que aujourd'hui, les jeunes ont besoin de véritables garanties, des garanties qui soient réelles, qui soient palpables à court terme, pas à long terme. Parce que les projections, si vous voulez, des hommes politiques dans leur discours, chaque fois qu'ils cherchent à haranguer la foule, c'est de leur présenter des projets, des initiatives, mais dont les répercussions seront visibles dans plusieurs années. Or, quand vous avez aujourd'hui plus de la moitié de la population congolaise qui vit en dessous du seuil de pauvreté, donc qui peine à avoir même $1 dans la poche, Tout à c'est pas fait. à cela que vous allez dire de patienter une dizaine d'années. Donc la sensibilisation seule ne suffit pas. Ce qui aujourd'hui convient de faire, c'est de leur apporter des réponses claires aux questions qui se posent. Ces mêmes questions qui les font prendre justement la décision de quitter le pays. Donc leur donner les moyens de s'intégrer, s'insérer dans le marché du travail, leur donner les moyens d'entreprendre pour celles et ceux qui ont choisi cette voie-là, parce que c'est aussi une voie qui est en plein essor, hein, que ce soit au Congo comme sur le reste du continent. Et peut-être qu'à ce moment-là, en voyant justement les impacts des initiatives qui pourraient être mises en œuvre par les autorités congolaises, certains jeunes seront moins enclins à vouloir opter pour cette voie-là. Parce que ce qui les attend là-bas, parlons-nous de manière très crue et très claire, c'est ou la mort ou la perdition. Donc dans les deux cas, je pense que c'est souhaitable pour personne. Absolument, oui. Absolument. Et c'est ce qui me pousse aussi à me poser la question, comment les dirigeants congolais sont-ils perçus par la jeunesse face à tous ces défis qui soient à la fois économiques, sociaux, et quelles sont les réponses qu'ils peuvent apporter? Parce que vous avez évoqué un fait, et d'ailleurs qui va peut-être dans un contexte de démagogie, mais va savoir, est-ce que ces promesses-là, y en a-t-il parmi eux qui essayent au moins de relever le facteur du capital humain? Parce qu'aujourd'hui, en plus du fait que des Congolais vivent au seuil de la pauvreté, tout simplement avec au moins moins d'1 dollar dans la poche, il y a aussi le côté éducatif. Est-ce qu'aujourd'hui, le modèle éducatif congolais est reconnu ou tend même vers quelque chose? Parce qu'on a l'impression que les gens là-bas étudient, mais au final, ils tournent en rond parce que même leurs diplômes n'ont aucune validité. Disons que moi je dis souvent que on ne récolte que ce que l'on sème. L'État congolais aujourd'hui est aux abonnés absents à bien des égards. Mhm. En matière d'éducation principalement, puisque on le voit aujourd'hui, hein, l'état de déliquescence de la jeunesse congolaise est en partie lié justement à la décrépitude, hein, du système éducatif congolais. Donc comment ils sont perçus? Mais j'ai envie de vous dire que ils sont perçus de la même manière que l'on peut les voir sur le plan international. Donc, Mhm. comme étant peu enclin justement à prendre des initiatives palpables et réelles, comme étant peu enclin à faire montre de transparence, à établir une bonne gouvernance, parce que c'est aussi de ça dont il est question, puisque bon, la situation économique, on en parle, on a parlé du seuil abyssal de l'endettement congolais, mais tout ça, c'est dû à quoi? C'est dû à des mauvais choix stratégiques, c'est dû à une mauvaise gestion de la chose publique. Et à ce moment-là, le regard de la jeunesse, il est tout sauf positif. Et aujourd'hui, la gageure pour les autorités congolaises, c'est de montrer patte blanche, c'est de montrer qu'ils ont à cœur justement d'aider cette jeunesse, de lui donner les outils pour réussir. Mais c'est extrêmement compliqué puisque vous l'avez dit, on a des jeunes qui sortent des bancs de l'école mais sans réelle perspective. On a des jeunes qui sont sur les bancs de l'école mais qui viendront agrandir les rangs de celles et ceux qui végètent, hein, jour et nuit. Donc voilà, moi je pense que simplement c'est par la mise en place de véritables réformes, et donc ça passe déjà par réformer le système éducatif congolais qui, soyons clairs, hein, aujourd'hui en 2023 n'est plus adapté aux réalités du marché. Vous voyez ce que je veux Absolument. dire? Il n'est plus adapté, et on le voit déjà dans le cadre
des recherches d'emploi. Moi, pour côtoyer beaucoup de chefs d'entreprise sur la place, que ce soit à Brazzaville ou à Pointe-Noire, bah, le discours qui revient le plus souvent, c'est que un me disait récemment, je reçois 100 CV qui sont pour la plupart des candidatures spontanées, mais sur les 100 CV, il y en a peut-être deux qui ont réellement des formations en adéquation avec le secteur d'activité dans lequel je suis. Donc voilà, c'est ce qui revient souvent, c'est le portefeuille de formation justement qui est proposé aujourd'hui au sein des écoles, au sein des universités, qui n'est plus adapté. Donc les gens, en fait, les jeunes Congolais sont pris en fait dans une double spirale, c'est-à-dire que le manque d'initiative d'une part, mais aussi le fait que bah, beaucoup s'engouffrent en fait dans des brèches qui, pardonnez-moi d'être cru, mais sans fait des impasses totales. Parce qu'aujourd'hui, vous avez encore des jeunes, et ça, je parle d'expérience, puisque j'en côtoie certains qui me demandent des conseils et qui viennent souvent m'écouter, leur donner un peu ma vision du travail, qui font des formations, non pas parce qu'elles leur permettent d'aboutir à des métiers bien spécifiques, non pas parce qu'elles permettent d'accéder à des métiers qui sont proposés sur le plan économique à Brazzaville ou à Pointe-Noire, mais parce que les parents leur ont dit fais ci, fais ça. Or, aujourd'hui, moi, je leur dis que on ne fonctionne plus en fait sur la base de l'affect. Comment dire, le travail, en fait, c'est quoi? Une entreprise, c'est une production de chiffre d'affaires. Une entreprise, c'est des besoins qui sont récurrents. Et pour ça, elle a besoin des ressources humaines. Ces ressources humaines doivent être qualifiées. Ce qui veut dire qu'en amont, bah, ces jeunes-là doivent être formés pour ces métiers-là. Donc là aussi, le gouvernement congolais, en sus des réformes que nous appelons de nos voeux, est tenu, hein, et là je parle d'obligation, de faire un audit. Je veux dire, déjà, voir en fait ce qu'il en est par rapport au portefeuille d'entreprises présentes sur Brazzaville, Bien. analyser la demande globale de ces entreprises-là et adapter finalement les formations qui sont proposées sur les bancs de l'université. Parce que ça n'a, alors j'ai rien contre les historiens, mais enfin, je veux dire, moi j'ai vu des jeunes diplômés en histoire qui vont aller postuler chez Total. Bon, je vois qu'il y a un fossé qui est quand même assez énorme et qui Effectivement. dénote en fait, si vous voulez, de l'incongruité en fait du système éducatif congolais. Donc voilà, l'enjeu il est important, il est majeur, il est crucial. Mais là encore une fois, il faut de la volonté politique et il faut d'autant plus de volonté politique que celles et ceux qui sont aux commandes aujourd'hui au Congo-Brazzaville ont pour la plupart leurs jeunes, leurs enfants qui sont scolarisés, mais attention, à l'étranger. Donc c'est Effectivement. Et voilà. ça rejoint aussi ce problème parce que, comme vous l'avez déjà évoqué, il y en a effectivement qui font des formations, non pas parce qu'ils envisagent une carrière sur le long terme, mais parce que je pense que vous l'abordez même dans votre livre, il y a toujours ce facteur éminent aujourd'hui qui, si ce n'est pas déjà totalement présent dans toutes les sphères institutionnelles au Congo, du népotisme où tout le monde va faire quelque chose et quand il revient, peu importe que le diplôme soit valide ou pas valide, il sait ipso facto qu'il aura une place. Et ça aussi, c'est l'un des facteurs qui endigue, à mon sens déjà, le processus même d'évolution vers effectivement Ah oui, une oui, oui, création tout à fait. d'opportunités. Je suis totalement en phase avec ça. Le népotisme, et là je vais élargir en fait à l'ensemble de la population congolaise, hein, parce que là ça ne concerne plus que les jeunes. De toute façon, les jeunes, on ne l'est pas éternellement, hein, comme j'aime à le rappeler. Hein. Oui, Aujourd'hui, ils sont jeunes, mais dans 5 10 ans, ils changent de tranche d'âge. Donc voilà, le népotisme aujourd'hui est une véritable pierre d'achoppement au sein de la société congolaise. C'est-à-dire que l'égalité des chances n'est plus garantie. Donc, quand on rajoute à ça déjà des jeunes qui ont des formations qui sont inadaptées et en inadéquation totale avec les demandes du marché, bah, ça oui, fait un mélange qui est totalement explosif. Et j'ai même envie de dire que voilà, c'est une bombe à retardement. Parce que tout à toute fait. cette jeunesse-là, qui est livrée à elle-même hein, d'une certaine manière, bah, faut se poser la question de savoir, dans 10 15 ans, qu'est-ce qu'elle va devenir? Puisque ce seront les adultes de demain. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, là aussi, la question du népotisme au sein de la société congolaise, bah, elle doit être tranchée. Vous voyez ce que je veux dire? Elle doit être tranchée, d'autant que si j'ai envie d'être tatillon, et j'ai vraiment envie d'être tatillon, c'est que le népotisme est associé encore à une autre forme de ségrégation qui est celle du tribalisme, et qui là Absolument, aussi est une véritable gangrène au sein de la société congolaise. Donc, absolument. j'ai envie de vous dire que le constat que l'on pose aujourd'hui sur la question de la jeunesse, de son insertion, de son émergence d'une certaine manière, elle est, comment dire, elle est éminemment sensible, car ça nécessite en fait de faire sauter
plusieurs verrous, des verrous qui sont implicites, mais dont les répercussions sont notables dans tous les aspects de la société congolaise, au jour le jour. Tout à Voilà. fait. Et donc, ça va demander du temps, ça va demander du courage, ça va demander aussi comment dire, une certaine humilité aussi de la part de celles et ceux qui dirigent ce pays-là. Mais je Mhm. pense que c'est un passage obligé. C'est un passage obligé parce que on ne pourra pas aller de l'avant si on ne concentre pas nos efforts sur le fait justement de rétablir en fait une égalité des chances entre tous les étudiants congolais et de donner à chacun et chacune les moyens de réussir totalement. Ben effectivement, oui, parce que cette culture de méritocratie va de soi quand même aussi avec cette question de développement. Et c'est là où je viens aussi me poser la question, est-ce que réellement nos dirigeants mettent tout en place pour pouvoir effectivement montrer d'autres perspectives de carrière aux jeunes Congolais? Parce qu'il faut savoir, et vous l'avez déjà dit, que les formations qui sont tout simplement en déphasage aujourd'hui avec la réalité technologique actuelle est tout simplement incroyable. Alors moi, je vis au Sénégal, pour juste prendre un exemple. Il y a aujourd'hui tout un panel de structures qui sont là de façon informative, que ce soit dans le domaine marketing, que ce soit dans le domaine de la fintech, dans le domaine des accompagnements d'entrepreneurs. Il y a effectivement toutes ces structures et en plus de cela, les informations commencent de façon graduelle depuis le lycée pour une orientation vers effectivement les futurs besoins. Mais ce que l'on remarque par contre au Congo, les jeunes quittent le pays sans effectivement savoir concrètement ce qu'ils doivent faire. Donc déjà, il n'y a pas cette question d'orientation précise. Mais en plus de cela, quand ils quittent le pays avec une certaine mentalité comme quoi, que je réussisse ou pas, je sais que quand je rentre, j'aurai quelque chose. Et je pense que tout cela constitue en réalité des facteurs bloquants parce que le gouvernement n'est même pas capable aujourd'hui de montrer autre chose aux jeunes. Et je regardais récemment une publication sur LinkedIn où tout simplement un confrère disait que actuellement au Congo, il y a 237 magistrats en attente pour pouvoir passer effectivement, je sais pas, un examen du barreau, quelque chose comme ça, pour devenir ensuite, moi j'ai dit, mais 237 personnes qui vont devenir magistrats pour un taux de criminalité qui n'est même pas au-dessus de la moyenne. Bah, toutes ces personnes-là vont là-bas pour chercher quoi? Quel argent ils vont avoir là-bas? Et c'est l'une des réalités qu'on n'a pas, et c'est là où le bas blesse. Cette orientation qui, à mon sens, est inutile. Et selon vous, qu'en pensez-vous réellement ces gens qui vont faire des choses tout simplement? Je pense que vous avez peut-être répondu à ça, mais c'est très désolant à mon sens. Bah bien sûr, bien sûr. Moi je pense que il y a en fait besoin, il y a une nécessité aujourd'hui de remettre en fait à plat le système de manière générale. La question de l'orientation que vous avez mentionnée est centrale. Vous avez vu que ça se fait au Sénégal, ça se fait aussi en Côte d'Ivoire, ça se fait aussi au Maroc. Il y a beaucoup des pays sont à l'avant-garde justement de ce genre de procédés pour permettre justement aux jeunes d'être outillés. Et moi, effectivement, je suis scandalisé des fois de découvrir, euh, après l'obtention du bac, ce que certains jeunes envisagent de faire. On l'a tous autour de nous, de nos familles, de nos proches. C'est après qu'ils aient obtenu le bac, en fait, qu'ils nous disent ce qu'ils entendent faire. Alors que, en réalité, pour une meilleure, en fait, capitalisation justement de cette jeunesse, notamment estudiantine, c'est en amont justement qu'on devrait les informer, c'est en amont justement qu'on devrait les orienter, de sorte à ce que il y ait cette continuité qui se fasse jusqu'à du début à l'obtention du diplôme et bien entendu la transition dans le monde du travail. Et donc, est-ce qu'il y a une volonté des autorités? Moi, j'ai envie de dire que cette volonté, elle n'est pas au rendez-vous. Et très clairement, parce que bon, outre les incantations et les formules à l'emporte-pièce qu'on entend ça et là, vous le voyez vous-même, hein, la situation des jeunes reste inchangée. Le chômage aujourd'hui atteint, comme je l'ai dit, des sommets qui font froid dans le dos, hein, et qui donnent à penser que dans 10-15 ans, eh ben, cette jeunesse-là, laissée pour compte, eh ben, va devenir une véritable bombe à retardement. Donc, moi, je pense que aujourd'hui, la balle est dans le camp des autorités parce que c'est à eux justement de prendre leurs responsabilités. C'est pour ça que j'ai piqué un peu en précisant que la plupart des ministres, hein, pour la plupart, ont leurs enfants qui sont scolarisés dans les très grandes écoles parisiennes ou américaines, hein. Et quand ils reviennent, généralement leur diplôme ne leur sont d'aucune utilité parce que comme vous l'avez dit, leur nom, leur situation sociale leur donne déjà accès à certains emplois. Là où d'autres justement doivent passer par le parcours du combattant pour obtenir ne fût-ce qu'un stage. Parce que bon, il y a aussi une autre incongruité que l'on retrouve à Brazzaville, c'est que il y a le chômage aujourd'hui qui est répertorié, recensé, mais aussi
comment dire, des emplois maquillés, parce que le Congo, c'est le pays, l'un des pays des éternels stagiaires, parce que vous avez aujourd'hui un phénomène qui est que vous avez des jeunes qui ont, mettons, un master, mais qui peuvent rester 2, 3 ans, 4 ans dans une entreprise, non pas avec un contrat de travail, mais avec une convention de stage. Donc là aussi, je veux dire, c'est quelque chose d'extrêmement scandaleux et sur lesquels il faudra de toute façon se focaliser. Donc, pour ma part, la volonté, je ne la vois pas. Je vois beaucoup d'incantations hein, parce que bon, nos ministres ont une faconde, une rhétorique qui rendrait jaloux Victor Hugo en personne. Mais dans les faits, je ne vois réellement pas en fait quelles sont les actions qu'ils mettent en œuvre justement. Prenez juste la question de l'entrepreneuriat. Moi, j'ai posé une fois la question à un ministre congolais. Il me dit oui, mais là, on lance des initiatives et ainsi de suite. Moi, je lui ai dit, est-ce que vous êtes sûr qu'aujourd'hui, un jeune qui a un projet, mais qui nécessite un financement même de 5, 6 millions, a juste à se présenter dans une banque et ainsi de suite pour obtenir un prêt? Il me dit oui, mais il y a des procédures qui sont faites. Je dis, monsieur le ministre, ça fait plus d'une vingtaine d'années que c'est ainsi. C'est même la raison pour laquelle d'ailleurs ces jeunes-là vont être en costume pendant 3, 4 mois, mais à force d'essuyer des refus de la part des banques qui refusent de leur prêter de l'argent, bah, ils terminent chauffeur de taxi. Hein. Quand vous arpentez les rues de Brazzaville et de Pointe-Noire, je n'ai jamais vu, et ça je le vois dans ma famille, je le vois autour de moi, et même moi, chaque fois que je suis au Congo, j'aime sonder les gens. Je discute souvent avec les chauffeurs de taxi, mais vous êtes étonné de découvrir en fait le background de ces gens-là. C'est-à-dire que déjà la manière de s'exprimer, vous vous dites mais il n'est pas chauffeur de taxi depuis des années. Et là vous découvrez que non mais il a un master, je sais pas moi, en droit des affaires, mais bah, le monsieur se retrouve à conduire un taxi. Donc il y a une comment dire, il y a une nécessité véritablement de la part de nos autorités de prendre leurs responsabilités. Après, tout est aussi question aussi, comme j'ai dit, de volonté, parce que bon, il y a beaucoup de choses en fait qui viennent s'imbriquer dedans. Donc, on a le sommet de la pyramide avec le président de la République lui-même. Alors, est-ce qu'il est le problème à ce système? Moi, j'ai envie de dire qu'il est une partie de ce problème, puisque bon, le casting gouvernemental, disons-nous les choses, hein, c'est lui qui l'établit, et c'est les mêmes depuis je ne sais combien d'années à quelques différences près, puisque bon, le Congo, les remaniements, sur une quarantaine de ministres, vous allez en avoir 6 entre guillemets qui vont sauter et qui iront pleurer toutes les larmes de leur corps, parce que bon, vous savez, quand on vous déloge de votre poste à responsabilité, c'est la descente aux enfers. Mais le reste, en fait, c'est les mêmes équipes. Donc, c'est les mêmes personnes qui échouent, c'est les mêmes personnes, en fait, qui démontrent leur incapacité à innover, parce que bon, dans le fait justement de réformer notre système éducatif, il y a un mot qui doit être mis sur la table, c'est celui de l'innovation. Est-ce qu'on est capable d'innover? Est-ce qu'on est capable justement de nous mettre à la page par rapport au monde dans lequel nous vivons? Cet entretien que nous réalisons, vous et moi, il est réalisé via les nouvelles technologies. Vous êtes à Dakar, je suis à Paris. Et donc là aussi, ça soulève un certain nombre de questions quant au fait justement voilà, de permettre justement à notre pays de véritablement aller de l'avant. Donc, s'il fallait résumer les choses, moi, je dirais que je suis plus pessimiste que optimiste. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'impression que le changement puisse émaner de ces mêmes personnes qui ont lamentablement échoué pendant des années. Donc, à mon avis, la réforme que nous appelons de nos voeux, elle emmène aussi une autre question, qui est la réforme en fait du cadre politique congolais. C'est-à-dire que est-ce que ces mêmes qui échouent d'année en année, sans pouvoir produire des résultats palpables et fiables, sont encore à même de pouvoir proposer quelque chose de novateur. Vous savez, moi, je suis un expert en marketing, en communication, et le mot dans lequel on est souvent plongé, c'est celui de l'innovation. C'est-à-dire que quand on bute plusieurs fois sur un obstacle, ça veut dire que, soit notre produit n'est plus adapté, soit il y a besoin de rajouter une plus-value. Donc, cet élément qui va nous permettre de nous distinguer de nos concurrents. Je ne vous apprends rien là-dessus, vous êtes aussi, il me semble, dans le même domaine. Donc, voilà. Et là, l'enjeu concernant le Congo, bah, il est extrêmement délicat parce que bon, on a le même casting, donc le même manque de volonté politique d'agir et le même manque de perspective à offrir à ces jeunes-là. Donc peut-être que une intervention divine viendra résoudre les choses, mais moi je pense que la réforme, la véritable réforme, passera déjà par le fait de changer ces hommes qui sont aux commandes à l'heure actuelle et qui n'ont pas été capables d'apporter des résultats à la jeunesse congolaise et à la population de manière générale. Alors, merci beaucoup, Willy. Alors, juste un dernier mot avant, effectivement, de rendre l'antenne. Est-ce que si vous deviez donner un seul conseil à cette jeunesse congolaise, quel serait ce conseil? Bah, alors,
il y aurait pas un seul conseil parce qu'en réalité, la situation dans laquelle les Congolais, les jeunes en l'occurrence, sont plongés, nécessite en fait plusieurs changements de comportement. Et je l'ai dit récemment, c'était dans une interview accordée au journal Amina pour la promotion de mon roman, c'est qu'en fait la jeunesse congolaise, outre le fait de comment dire, de fustiger la situation dans laquelle elle se trouve, doit être aussi à même de savoir taper du poing sur la table. Parce que on peut d'une part déplorer justement l'impéritie de la classe politique, la classe dirigeante congolaise, mais on peut également aussi déplorer une forme d'attentisme que l'on ressent un peu chez une partie de la jeunesse congolaise. C'est-à-dire que, prenons un exemple concret, voilà, les étudiants congolais par exemple, euh, Mhm. on sait très bien que c'est la croix et la bannière, ne fût-ce que pour les questions de bourse. On a eu Tout, des périodes où pendant plus d'une année, ils n'ont pas touché de bourse. tout Mais à fait. avez-vous senti monter en fait une grogne ou un mouvement de contestation visant à perturber les autorités congolaises? Il y a un manque de volonté agressif d'eux-mêmes Exact, aussi en interne. exactement. Volonté Parce agressive que pour parvenir allez, pas exactement, parvenir, elle doit expliquer savoir Ouais. donner de la voix et taper du poing sur la table quand c'est nécessaire. Parce que Mhm. l'attentisme que l'on reproche à nos autorités, il est d'autant plus accentué qu'en face d'eux, ils ont une jeunesse qui est aussi parfois un peu trop amorphe. Voilà. Donc moi, le conseil que je leur donnerais, c'est de se réveiller et de se rappeler aussi que le pouvoir, il appartient au peuple et ils font partie de ce peuple et ils sont l'avenir de ce peuple. Donc, qu'ils le fassent savoir et que chaque fois qu'il est nécessaire de le dire, qu'ils fassent entendre leur voix. Ben, effectivement, je vous remercie beaucoup, Monsieur Willy Elfège, pour avoir effectivement pris part à cet entretien C'est moi qui et vous d'avoir remercie. abordé tous ces éléments. Alors, pour tous les auditeurs, si vous recherchez encore le titre des livres que j'ai tout simplement énoncé en amont, le titre c'est Quand les lucioles s'arrêtent de briller. Alors, vous allez pouvoir le trouver effectivement sous commande, je pense. Amazon, c'est disponible. Il est disponible en fait pour ceux qui sont en Europe, c'est toutes les librairies et même Et en Afrique, vous pouvez maintenant le commander auprès de votre libraire. Donc voilà, donc n'importe quelle librairie en réalité, que vous soyez au Canada, au Sénégal ou au Japon, votre libraire il peut le commander. Ça mettra un peu de temps parce que forcément vous n'êtes pas en Europe, mais ça arrivera tôt ou tard. tout à fait. Bah écoutez, je vous remercie encore. Merci pour effectivement le temps que vous nous avez accordé. Et je dis à mes auditeurs à la prochaine avec le prochain invité. Stay tuned. Et Willy, on se dit à très bientôt. À très bientôt et merci à vous. Au revoir. Au revoir. Alors, ouais, là, c'est bon.